il y a aussi en dehors du Parti socialiste comme une pression très forte des oppositions de gauche, quand même des groupes de gauche, pour essayer de muscler ce budget, de jouer leur rôle de parlementaire sur justement la taxation des hyper riches. On va en parler, mais vous pensez, pour qu'on essaye d'avoir un discours clair, parce que vraiment c'est compliqué parfois à suivre à l'Assemblée, est-ce que vous estimez, Éric Coquerel, que le budget peut être, entre guillemets, battu ? Je pense qu'il va être battu. Je vous l'annonce, il va être battu. Malgré l'accord éventuel entre les socialistes et le gouvernement. Alors imaginons, déjà l'accord il est loin d'être ficelé, parce que les socialistes, même si en fait ils mettent sur la table, pour bien comprendre, une taxe vidée de son sens sur les patrimoines. Alors on dit Zuckman ultra-light, mais ça mérite même pas d'être appelé Zuckman. On peut le dire, c'est une version allégée visant à prélever un impôt de 3% sur les patrimoines de plus de 10 millions d'euros, qui exclut les entreprises familiales innovantes. Oui, mais qui exclut aussi les actions familiales, en gros. Et donc, en gros, ça exclut les plus grosses fortunes de ce pays. Donc, ça rate la cible de Zuckman. Zuckman, c'est quoi sa cible ? Il dit, en gros, en 81, qu'on a créé l'ISF, on a exclu les biens professionnels à l'époque. C'était un amendement qui s'appelait l'amendement Bettencourt. Vous voyez, je l'ai appris par Charles de Courson, qui est la mémoire. Voilà, je sais. Bon, donc, et là, à partir de là, j'allais dire que le verre était dans le fruit. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'ont fait les hyper riches ? Ils ont transféré leur patrimoine personnel, leurs revenus, vers leur patrimoine professionnel, les actions, etc. Et comme on n'allait pas taxer ça, du coup, ils échappaient quasiment à l'ISF. Bien. Et là, c'est un peu la même chose qu'on propose, c'est-à-dire qu'on propose d'exclure les actions familiales. Les socialistes qui proposent. Oui. Soyons précis. Ce que les socialistes proposaient, c'est d'exclure les actions, on va dire, familiales pour aller vite, plus le fait de baisser le seuil, ce qui fait que ça aura les deux défauts. Parce que quand vous baissez le seuil à 10 millions, là, pour le coup, vous risquez de toucher, par exemple, les PME. C'est trop light pour vous. Alors, c'est pas assez haut comme seuil pour toucher les grandes entreprises, et ça rate la cible, qui est, pour aller vite, d'aller chercher les milliardaires qui, depuis des années, ne payent quasiment plus d'impôts sur le revenu, il faut que vous le sachiez, et sont taxés à hauteur globale de 25%, quand la plupart des Français sont taxés à 50%. Donc la question n'est pas de leur demander de payer plus, la question est de leur demander de payer leur dû comme n'importe quel Français. Et cette taxe rate sa cible. Et en même temps, expliquez-nous, Éric Coquerel, parce que paradoxalement, la France insoumise a voté, mais c'est l'heure des explications ce matin, avec la droite contre le gel du barème de l'impôt sur le revenu. Ça devait rapporter 2 milliards dans le budget. Et en réalité, c'est assez incroyable, je pensais jamais le dire ce matin, mais les riches vous disent merci. Alors, moi, je considère... Alors, pour bien comprendre, je vous explique. D'abord, première chose, il y a une chose avec laquelle nous ne sommes pas d'accord avec le gouvernement, paradoxalement. Ça fait des années qu'on leur demande de taxer les hyper riches et les grandes entreprises qui ont beaucoup bénéficié du macronisme et qui coûtent des dizaines de milliards de recettes au pays. Et l'année où ils décident d'augmenter les recettes, et ils nous disaient à chaque fois « Ah, vous faites du matraquage fiscal, vous touchez tous les Français. » Nous, on disait « Non, on touche les hyper riches. » Et l'année où ils décident d'augmenter les recettes, ils se proposent de surtout taxer tous les Français. Voilà. Parce que, par exemple, ce qu'ils proposent, c'est moitié moins que l'an dernier sur les hauts patrimoines des grandes entreprises, au moins 4 milliards en gros en moins. Et par contre, ils proposent de taxer tous les Français, notamment avec cette question d'indexation des barèmes. Alors, première chose que je vais vous dire, le dernier barème, pour les gens qui savent, il n'y a que 5 barèmes. Donc, il est très vaste. Donc déjà, vous touchez des gens qui ont des richesses assez différentes. Bien. Et puis deuxièmement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les ultra-riches, en réalité, ils échappent à l'impôt sur le revenu. Et nous, on a préféré que tous les Français puissent bénéficier de la non-indexation, ce qui supposait de voter un amendement, effectivement, avec LR, plutôt que les tranches intermédiaires le subissent. Voilà, c'est la raison pour laquelle on malgré tout, ce matin, vous allez devoir expliquer à vos électeurs que vous avez préféré protéger, les 0,2% foyers les plus aisés qui gagnent, 17 000 euros par mois. On a préféré vous l'assumez ? On a préféré faire en sorte que eux aussi en profitent pour que tout le monde profite de ce qui est normal, c'est l'indexation sur l'inflation. Et vous savez, en plus, moi, j'ai une vision assez universelle des impôts. Mais j'ai une vision assez universelle des impôts. C'est-à-dire que, quelle que soit sa fortune et son statut, vous bénéficiez à un moment donné des mêmes conditions. Parce que si vous ne faites pas ça, le non-consentement à l'impôt va devenir quelque chose qui va s'installer. Donc, je vous réponds, nous, ce qu'on souhaitait, c'est que les Français qui sont imposés à l'impôt sur le revenu, encore une fois, qui ne sont pas les plus riches, parce que les plus riches y échappent, soient traités de manière égale et bien naturellement que leur barème suive l'inflation. Alors ça permettait, que beaucoup de Français ne rentrent pas dans l'impôt, plus de 200 000 Français qui sinon seraient rentrés en impôt, et puis ça permet à toutes les classes intermédiaires, classes moyennes qui payent cash l'impôt sur le revenu, de ne pas voir leur impôt augmenter l'année prochaine. Je pense que c'est assez normal. Parlons à présent des classes moyennes, Éric Coquerel, toujours en déroulant les discussions. Alors,
très important, parce que beaucoup de Français, ceux qui nous regardent, téléspectateurs et auditeurs, y tiennent. C'est le crédit impôt service à la personne. Vous avez affirmé que 7 milliards d'euros sont utilisés pour subventionner des emplois privés, affirmant qu'avec cette enveloppe, effectivement, on pourrait embaucher de l'ordre de 167 000. Ouais, j'ai dit ça rapidement. Il y a plus de 100 000 fonctionnaires. On l'a bien entendu. Nous. Oui, mais bien sûr. Je vous confirme. Mais non, mais ce que j'ai voulu dire dans cette intervention, c'est un problème pédagogique. Parce que là, vous proposez donc de supprimer des crédits d'impôt pour les aides à domicile des classes moyennes. Voilà. Alors, pas que des classes moyennes, mais bien ça. Pas que des classes moyennes. Je peux vous assurer que les classes très aisées profitent aussi du crédit impôt et à un moment donné avec des effets d'aubaine. 10%, je pense que c'est surtout les classes moyennes, ceux qui nous regardent, les nounous, les aides à domicile. Pas dans les détails, mais le crédit impôt personnel à service bénéficie surtout aux classes aisées pour une bonne raison, c'est que si vous voulez, vous avez une dépense que vous, de toute façon, vous feriez par rapport du personnel de maison, etc., et vous pouvez le déduire de vos impôts. Alors, moi, je ne trouve pas ça normal. Alors, je voudrais revenir sur quand même le fond de cette histoire. Quand bien même si ce sont des gens aisés et qui emploient des personnes, c'est oui, d'accord, mais pourquoi c'est mieux que du travail au noir. Dans ces cas-là, à chaque fois que quelqu'un embauche des personnes, on peut les défiscaliser. Enfin, vous n'allez pas demander aux 167 000 fonctionnaires d'aller faire le ménage. Mais donc, vous allez demander que l'État subventionne l'économie privée, subventionne les emplois privés. Enfin, il y a un problème. Et c'est ça que j'ai voulu poser comme problème. Si vous voulez, pour bien comprendre. Au début, on a dit, on crée ce crédit impôt recherche pour éviter le travail au noir. Soit. Bon. Mais à un moment, et donc, éviter que l'État ne touche pas les rentrées fiscales, les cotisations d'un travail déclaré. Mais à un moment donné, quand ça coûte 7 milliards à l'État, on peut se demander si l'enjeu en vaut la chandelle, si vous voulez. Première question qui se pose. Bien. Deuxième question qui se pose, on subventionne du coup de l'emploi privé. C'est très bizarre ce système quand même qui nous dit sans arrêt, c'est l'entreprise qui crée les richesses, c'est le capital qui crée les richesses, etc. Mais qui adore que nous, vous, moi, tout le monde, paye finalement des subventions privées. Et ce que j'ai voulu dire, c'est que ces emplois à la personne, si on considère que c'est un service rendu au public, à partir du moment où l'État le subventionne à hauteur de 7 milliards, on pourrait se demander pourquoi pas, si au lieu d'emplois souvent précaires, mal payés, est-ce que ça ne pourrait pas se transformer en un service public ? C'est ça que j'ai voulu faire. Et 7 milliards, effectivement, vous avez en gros, vous pouvez embaucher assez facilement 120, 150 000 fonctionnaires ou personnes d'un service public, si vous préférez. Bon, voilà, j'ai voulu poser une question. C'est vrai que nous en manquons en France. J'ai voulu poser une question. C'est un vrai débat. Mais certains vous ont dit, est-ce que vous connaissez l'avis des Français pour aller sur un tel sujet et proposer... Oui, bien sûr, je connais l'avis des Français. Et je sais que les services publics manquent partout dans ce pays. Non, mais et beaucoup de Français prennent des nounous pour aller travailler et ne sont pas parmi les 10% les plus riches. Mais bien évidemment, mais vous savez, moi je connais très personnellement quelqu'un qui cherche en ce moment à avoir des gardes pour un bébé qui vient de naître. Bien. Vous savez quelle est la galère pour trouver des crèches aujourd'hui dans ce pays ? Vous savez. Bon, est-ce que vous ne croyez pas que si ces personnes avaient un service public de la petite enfance, elles en seraient plus satisfaites que d'avoir à trouver des systèmes D et autres. Vous avez posé le débat. Voilà, exactement. Alors, le 15 octobre dernier, Éric Coquerel, vous affirmiez que nous allions moins entendre, avez-vous écrit sur X, les fans de l'homme à la tronçonneuse. Il faut comprendre par là l'Argentin Javier Milei, qu'il serait victime, je cite, à son tour du dégagisme à cause de sa thérapie de choc et de la pauvreté qui l'aurait fait exploser. Alors, il vient de remporter haut la main les élections législatives. Son parti est largement conforté, sa politique plébiscitée. Est-ce que vous avez confondu Alors, plébiscité, si vous regardez les élections, il y a un taux et la réalité. Oui, non, mais très bien. Il y a un taux d'abstention extrêmement fort. Extrêmement fort. Ça prouve quoi ? Ça prouve que pour vous opposer à quelqu'un comme Milei sur une politique très autoritaire et ultra-libérale qui produit pour l'instant des effets économiques très mauvais, le cours du pesos descend, la pauvreté ne cesse d'augmenter. Si, le cours de pesos... taux de pauvreté argentin, il est passé de 52,9% en 2024 à 31,6% au premier semestre 2020. C'est absolument contesté par toutes les organisations sur place. Mais non, mais monsieur Coquerel, là, c'est les chiffres qui sont pris par... c'est les chiffres de monsieur Milei. Je vous dis que c'est contesté sur place dans la situation économique. Les Échos le reprennent, d'autres journaux économiques de la presse internationale. La situation économique, le taux de chômage ne cesse d'augmenter en Argentine. Et pour l'instant, ils tiennent grâce à une chose, c'est que M. Trump leur a mis 20 milliards, ce qu'ils n'avaient pas fait, les États-Unis n'avaient pas fait avec leurs prédécesseurs pour les soutenir. Bien. Alors, on a cette situation économique. Et ce que j'ai dit, c'est qu'au vu de la situation économique, à un moment donné, je pense que M. Milei sera invité à dégager. Je continue à le penser. Mais sur cette élection, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est que les Argentins ont voté, ils l'ont plébiscité. Comme ça arrive en France. Je vais terminer ma phrase. Ils se sont surtout beaucoup abstenus. Et quand vous n'avez pas en face d'un pouvoir d'extrême droite ultralibéral une proposition d'alternative radicale, mais molle, comme étaient ses opposants, les gens ne se déplacent pas. C'est-à-dire que la grande leçon de ça, c'est qu'on ne lutte pas contre l'extrême droite et le néolibéralisme
avec, j'allais dire, une eau tiède qui ne propose pas d'alternative au pays. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Aux prochaines élections, s'il y a abstention et que vous arrivez en tête, je verrai ce que vous allez nous dire si vous remettrez en cause la légitimité. Mais je n'ai pas. Attendez, vous n'avez pas compris ce que je dis. Je n'ai pas remis en question la légitimité des élections. Je vous explique qu'il y a un taux d'abstention très fort. Vous dites qu'il est mal élu. Je pense que M. Milei, d'accord, a plus gagné du fait de la déficience de ses adversaires à représenter une alternative radicale, ce qu'il représente, plutôt que sur ses bases économiques. Voilà ce que je dis. Mais alors, pour ceux quand même qui se sont déplacés pour voter pour lui, comment vous expliquez qu'un dirigeant qui a, selon vous, fait exploser la pauvreté, qui promet du sang et des larmes, soit réélu, adoubé, félicité? Peut-être qu'il y a une... déjà, par exemple, le fait que ce dirigeant soit appuyé par les États-Unis d'Amérique à hauteur de 20 milliards, ça fait réfléchir. Parce que les Argentins, ils sont quand même indépendants et souverains. Bien sûr, mais ceux qui ont voté peut-être se disent